Alors comme convenu, on se retrouve en ce début d'après-midi pour cette deuxième émission, une deuxième émission consacrée à l'agriculture en 2040 avec des nouveaux invités. Donc on a fait une première émission ce matin où il y a eu plein d'idées, donc c'était quand même assez chouette. Ravi de te retrouver une nouvelle fois, Hervé. On va te reposer la même question parce que du coup on n'avait pas les mêmes invités. Moi j'ai envie que tu me parles quand même de là où tout a commencé, de ce journal là qui, alors, tu vois, il a déjà bien été traîné pendant ces 3 jours, il en est même déchiré. On vous ment pas, hein. Ce journal, il y a marqué avril 2040 dessus. Tu nous en parles un petit peu ? Oui, un petit peu. Ça y est, ça marche. Ce journal, il a été conçu il y a quelques semaines par une agence de conseil qui s'appelle Wave pour faire leur promotion. L'objectif, c'est quoi ? C'est de se positionner la veille de l'ouverture du Salon d'agriculture 2040 pour voir ce que seront les réalités de l'agriculteur à ce moment-là. Et c'est là que l'idée nous est venue sur Tech Élevage de faire la même chose, de se mettre... on est dernier après-midi, on est à la fin du salon, mais on va se dire, j'ai 83 ans, ça se voit pas encore, hein, vous ne dites pas que ça se voit, non. Et on est en train de conclure le Tech Élevage 2040. On est toujours aussi heureux, tout se passe toujours aussi bien, l'agriculture n'a plus de problème. Ce qui n'était pas le cas autrefois en 2016, quand on n'était pas sorti encore, mais on commence à avoir des perspectives de cette crise agricole qui avait été traversée à ce moment-là. L'élevage fonctionnait bien. On avait eu 70 000 visiteurs, on avait 2000 animaux présents cette année. Il n'y en avait que 480 en 2016. Les choses ont bien évolué. La Roche-sur-Yon compte 600 000 habitants, il y en a 2 millions en Vendée, on est devenu une mégalopole. La Vendée est restée une maxi-zone périurbaine, mais avec toujours un milieu rural qui est très dense, très productif. On nourrit non seulement notre population en produits locaux, on exporte la Vendée dans le monde entier désormais. On n'imaginait pas tout ça en 2016 quand on était aux premières éditions de Tech Élevage. C'est sûr. Et alors justement, dans le contenu de ce journal, il y a vraiment beaucoup de contre-pieds sur ce qu'on vit aujourd'hui. Moi, il y a quelque chose, on n'en a pas forcément parlé ce matin, mais il y a une place boursière virtuelle. Alors ça, c'est une des informations aussi que j'ai retenues avec une cour de data agricole. Donc je trouve ça quand même assez ludique. Je voulais ton avis là-dessus. En 2016, on était au tout début d'une technologie qui est éprouvée en 2040, qui est la blockchain. On en parlait tout juste à ce moment-là. Et c'est sûr que maintenant, on ne parle plus du dollar, on ne parle plus de l'euro. Les monnaies sont devenues virtuelles et les places boursières de la même façon sont devenues virtuelles. Les choses maintenant, c'est devenu naturel, vont extrêmement vite. C'était pas le cas. Donc c'est ça, ces bourses virtuelles qui désormais gèrent l'économie mondiale. L'énorme avantage, c'est qu'on n'a plus de crise. Parce que tout est devenu transparent avec ce nouveau mode de capitalisation, parce qu'il appartient à l'ensemble de la communauté. On n'a plus de tiers pour gérer les choses comme ça pouvait se faire à l'époque. Les banques ont toujours une utilité, mais c'est plus la même qu'à cette époque. Donc justement, le secteur bancaire est représenté. Non, je ne vais pas vous embrayer. J'aime bien le regard. Non, pas cette question. Je dis juste que les banques sont représentées. En même temps, Florian, c'est pareil. Hein, c'est aussi un petit peu le système financier. Non, mais voilà. Au moins de vous nous direz aussi votre vision et votre projection pour l'agriculture en 2040. Alors, comment ça va se passer un petit peu ? L'idée, c'est qu'on brainstorm, que chacun, je pense que vous avez réfléchi ou pas, mais du coup, vous avez le temps pendant que les collègues, ou alors ça peut être une idée qui va sortir comme ça, quelqu'un qui dit quelque chose. Mais comme on a dit ce matin, on n'est pas là pour prédire, bien sûr, l'avenir, mais par contre, on est peut-être là pour l'écrire un petit peu. Donc, surtout, ne pas vous fermer. Enfin, voilà, Jean-Claude nous a sorti quelque chose ce matin. Je ne sais pas où il est, Jean-Claude, il est derrière. Enfin, voilà, tu nous as fait vraiment rêver et on espère que peut-être on aura l'occasion de voir tout ce que tu nous as prédit. Mais peut-être que tout ce qu'on va dire là, nous on va le garder, parce que comme on vous le disait, c'est tout enregistré, donc on va pouvoir retravailler tout ça. Et puis voilà, ça donnera peut-être des choses à construire pour le futur. On a fait un micro-trottoir.
On est allé voir aussi dans les allées donc des agriculteurs, des exposants, pour leur demander où est-ce qu'eux, ils se voyaient en 2040. Ça dure pas longtemps, je vous propose qu'on regarde ces témoignages-là. Puis du coup, Pierre-Antoine, tu vas te retrouver. Du coup, l'agriculture en 2040. Pour le secteur d'activité, l'agriculture en 2040, c'est la robotisation des matériels de traite dans les élevages, que ce soit en vache laitière ou alors même pour la partie alimentation sur le milieu capra par exemple. Alors, l'agriculture en 2040, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on sera tous équipés de GPS, autoguidage, aide à la gestion. Au niveau bovin, il faudra remplacer les hommes par aussi des caméras, des assistances au village, des détections de cellulaires et tout ce qui commence à se faire aujourd'hui. Maintenant, je pense qu'on aura plus de projets si la conjoncture s'améliore. Ok, merci. 40. Vous en pensez quoi? Ouais, donc l'avenir de l'agriculture en 2015 et en 2040 et voire plus loin même à plus à court terme, c'est donc la robotique. Alors que ce soit la robotique en élevage, matériel agricole, tracteurs et matériel attelé. Ça passe également par l'agriculture connectée, qui est d'actualité depuis quelques années, mais qu'on découvre et que les constructeurs se mettent à cette nouvelle technologie. Donc ça parle de la connexion matérielle. Je reviens toujours sur la partie matérielle agricole plus la partie élevage. Donc voilà, je pense les principaux axes de développement en termes de mécanique. Alors, deuxième prise, Ouais, si tu veux. l'agriculture en 2040. En 2040, les agriculteurs vont être encore plus connectés qu'aujourd'hui. En effet, il y aura un changement de génération qui va faire qu'ils vont être entourés d'objets connectés. On le voit, c'est en plein essor, à la fois des capteurs dans leur tracteur. On le voit, ils n'ont même plus besoin aujourd'hui de toucher le volant. Donc on imagine, est-ce qu'il y aura encore une cabine d'ailleurs sur un tracteur? Pas sûr. Voilà, ils vont vendre leur production sur Internet, s'approvisionner sur Internet. Aujourd'hui, on imagine une grosse digitalisation de l'agriculteur, de l'agriculture, tout au long de la filière, à la fois de la semence jusqu'à l'assiette. On veut qu'un consommateur, lorsqu'il achètera ses pâtes, il verra l'agriculteur en train de semer son blé. Alors, qu'est-ce que tu penses de l'agriculture en 2040? C'est une agriculture qui sera plus moderne, plus développée au niveau électronique et application sur les smartphones. Pour moi, en 2040, je pense qu'on va toujours essayer de performer dans les techniques qu'on applique au niveau des bêtes et puis aussi des cultures pour un avenir meilleur au niveau de l'environnement et puis aussi tout ce que tout le monde recherche au niveau de... Oh, je sais pas comment le dire. Au niveau de la production? La qualité du produit. Ah, faut que je retrouve. J'avais un mot bien. C'est hyper stressant. L'agriculture en 2040. C'est pas grave. L'agriculture en 2040, qu'est-ce que vous en pensez? Comment voyez-vous ça? Alors ce que j'en pense, moi je pense que on s'oriente vers des structures plus importantes que ce qu'on a aujourd'hui, des structures de 300, 400, peut-être 500 vaches, avec des animaux de plus en plus connectés, ou peut-être, enfin les éleveurs également, mais des animaux très très connectés, avec une génétique très pointue, et surtout pour avoir des animaux le plus résistants possible, et pour diminuer forcément tous les coûts, que ce soit les coûts vétérinaires et les coûts alimentaires, etc. Très bonne efficacité alimentaire, ce sera très très important, il faudra être très performant sur leur rationnement. Les éleveurs auront forcément besoin d'un appui très technique, mais sur tous les sujets, que ce soit l'alimentation, la génétique, la conduite globale de l'élevage. Il y aura forcément besoin d'avoir un travail très performant sur le traitement des données, étant donné que ce sera très connecté. Pour moi, il faudra qu'il y ait des gens qui assistent les éleveurs au niveau des traitements des données, sinon ce sera impossible. Et pour la conclusion, des animaux économes, écolos et très connectés. L'agriculture en 2040. Alors l'agriculture en 2040, comment on la voit? C'est d'abord une agriculture productive pour deux choses principalement, l'alimentation d'abord
Et ensuite, la gestion de l'énergie. On sait l'évolution de la population dans les 25 années à venir. Il faudra une agriculture productive pour nourrir l'ensemble de la planète. Et gestion d'énergie, on sait que la Terre, c'est pas l'énergie, on va dire, inépuisable. Donc l'agriculture a toute sa place dans la production d'énergie, notamment à travers la biomasse. L'agriculture en 2040, c'est aussi une agriculture de haute technologie, de pointe, au service des producteurs, avec des outils d'aide à la décision très importants. Tout ça pour sortir des produits sains, viables, et puis également, j'ai envie de dire, compris par la société, ou en tout cas voulu par la société de consommation. On retrouve quand même ta notion d'éthique dont tu parlais tout à l'heure en préambule. Il y a une phrase, moi, qui quand même que je retiens parmi d'autres. Animaux, économes, écolo et très connectés. Bah oui, tout ça est compatible. Ouais. Tout ça est très compatible. Et effectivement, l'éthique est peut-être le liant de tout ça. Quel sera le plus de la connexion d'Internet, du numérique? C'est de passer d'une agriculture intensive en utilisation d'intrants à une agriculture intensive en utilisation de connaissances. Il n'y a que le numérique qui nous permet de le faire. Le côté naturel, c'est quoi? Tout est dans la nature. Tout se trouve présent. On n'en connaît pas 1% des possibilités. Et c'est le numérique petit à petit, avec de la créativité, avec de l'innovation, avec de l'observation, qui est un élément essentiel des agriculteurs, qui va permettre, je l'espère pour 2040, c'est demain 2040, c'est 25 ans, de nous emmener à construire cette agriculture qui sera plus proche des consommateurs, dans les deux sens, parce que le consommateur va aussi devoir se rapprocher du producteur pour en connaître la réalité, pas pour en connaître rester sur le fantasme qu'il en a, et puis aussi du producteur pour aller vers lui, pour lui apporter la réalité des produits. Ouais, cette notion de lien était importante aussi, ça ressortait beaucoup des témoignages. Allez, à vous maintenant. On va commencer, peut-être, il faut toujours qu'il y en ait un qui commence. Alors, du coup, je me tourne vers toi, il veut le regarder. Et oui, Eric. Et donc, Eric est agriculteur céréalier dans le sud Vendée. On est ravis que tu sois avec nous aujourd'hui parce que du coup, c'est vrai que c'est important aussi de vous d'avoir la vision de ces agriculteurs, vision du terrain. Alors toi, 2040, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu voudrais voir? Alors moi 2040... la relation culture, je la mets tout à fait par rapport à ce qu'on vient d'entendre concernant l'élevage. Je pense qu'en 2040, on ne va pas subir l'environnement comme une contrainte, mais ce sera un atout. En 2040, c'est les champs qui vont nous guider, puisque nos champs ils sont tous connectés. Et c'est le champ avec une météo digne de ce nom, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc là, dans les quelques années qui viennent, on a tout un travail à faire, mais il sera fait en 2040. Et on aura une météo tellement précise qu'au regard de ces informations-là, avec les informations que le sol va nous donner, on va être capable de dire à notre consommateur, nous on vous fait tel ou tel produit qui correspond à la saison. Et c'est parce qu'on aura lié le sol et la météo qu'on arrivera à mettre moins d'intrants et qu'on arrivera à passer au-delà de ce qu'on vit maintenant, au-delà de la problématique environnement. Ça, ce sera fini. Ce sera plus qu'un atout. Donc c'est vraiment aussi l'enjeu de ces objets connectés, du coup, pour avoir une information très très précise. Du coup. Toi, tu es déjà un agriculteur connecté? Si on veut, ouais. Un petit peu, on essaie. On essaie, c'est-à-dire que déjà on donne les éléments fertilisants à la plante, on donne juste ce qu'elle a besoin au moment où elle en a besoin. Et ça se fait par des connexions, par des capteurs qui photographient les plantes. Mais là, ça sera encore pire, puisque moi en 2040, je pense que je serai encore agriculteur, un petit peu plus jeune que Hervé, mais encore agriculteur, un tout petit peu. Parce que je pense qu'on sera à la gestion de notre exploitation qui auront forcément évolué, qui n'auront pas diminué, c'est évident. Mais tout sera basé sur des connexions en relation avec les hommes, parce que l'homme restera au centre des débats, mais il sera un acteur de plus en plus présent par rapport à tous ces objets connectés qu'on aura, type météo, type caméra embarquée, type machine sans chauffeur, parce que ça on va y arriver. Ouais. On en a déjà. Un chauffeur peut emmener 2 machines à l'heure actuelle. Je pense qu'on fera plus.
Mais on sera toujours en relation, enfin je pense qu'on sera toujours en relation avec ces paramètres météo, marché, météo et puis consommateur. Alors machine sans chauffeur, là tu as mis en place aussi une SARL de travaux de territoire. Oui. Donc si tu as des machines sans chauffeur, il y a aussi la question de l'emploi qui se pose. Est-ce que c'est des emplois ou c'est des emplois qui vont être évolués là aussi qui vont... Ce sera des emplois qui vont évoluer. On n'aura pas forcément le chauffeur qui aura les mains dans le cambouis, comme on dit. Par contre, on aura le chauffeur qui va être capable d'analyser la carte de connexion, la carte de modulation, la carte de résistivité du sol. On va travailler en relation avec son sol. C'est le sol qui va nous guider en culture. Ouais, c'est devenir des spécialistes. Ouais, d'accord. Quelqu'un a envie de réagir par rapport à ça? Ça éveille des idées? On continue. Pierre-Antoine. En 2040, je vais aller encore plus loin parce qu'aujourd'hui, en effet, il y a des objets qui sont connectés. D'ailleurs, ils seront même plus nombreux que le nombre d'habitants sur Terre. Mais simplement, aujourd'hui, des robots, des capteurs, des drones, des sondes, il y en a déjà. Ça existe déjà. En 2040, ce sera sûrement plus accessible et tout le monde pourra s'équiper beaucoup plus facilement. Mais en gros, je pense qu'il y aura un lien qui va être beaucoup plus fort avec le consommateur en 2040. Aujourd'hui, le bio arrive très bien à faire quelque chose, c'est avoir la confiance entre l'agriculteur et le consommateur. Et quand tout à l'heure sur la vidéo, je disais que quelqu'un, lorsqu'il achètera un paquet de pâtes, il verra l'agriculteur en train de semer son blé. Eh bien, c'est exactement ça, en gros, l'idée en 2040, c'est vraiment recréer la confiance entre le consommateur et l'agriculteur. Aujourd'hui, quelque chose qu'on a perdu au travers, pourquoi pas, et je rejoins Hervé, de la blockchain, vraiment rendre une transparence totale sur la traçabilité de nos produits entre ce qui sort de la parcelle, même lors du semis, jusqu'à l'assiette du consommateur. Donc nous, en tant que start-up au sein de la ferme digitale, on apporte chacun notre brique à l'édifice, mais je pense qu'en 2040, ce sera même encore plus poussé que tout ça. Très bien. Pareil, pas de réaction, on continue. Je rejoins un peu ce que Pierre-Antoine dit. Moi, ce qui m'importe et ce que j'espère pouvoir apporter à travers notamment les startups qu'on met en place, c'est ce lien effectivement entre consommateurs et producteurs qui doit se rapprocher. Vivant en ville, j'ai besoin de savoir d'où viennent les aliments que je consomme et je trouve ça très important et j'espère que justement à travers les outils numériques qu'on met en place, on pourra avoir cette vision, cette traçabilité, on pourra la voir assez facilement. Et puis j'amène un point aussi sur l'agriculture qui devra être aussi sûrement plus respectueuse de l'environnement. Pourquoi pas mettre aussi remettre en avant aussi les problématiques d'agroforesterie où on pourrait planter des arbres dans les champs, etc. Donc voilà, j'espère et j'y crois qu'on sera dans une agriculture plus durable, plus connectée pour aller toujours dans ce sens entre consommateurs. Tu travailles donc pour Mimosa, avec Florian, donc sur la partie finance. Et justement, ce modèle de crowdfunding, comment tu le vois en 2040? Est-ce que justement ce sera quelque chose qui sera encore plus fort ou est-ce que le blockchain justement l'aura totalement... C'est assez difficile de répondre à ça. En tout cas, j'espère qu'on sera toujours complémentaires et qu'on pourra toujours aider au mieux, mais je ne pourrais pas vraiment répondre si ça sera majoritaire ou pas. Pour le moment, on évolue comme ça et on espère que ça ira au mieux. Voilà. Puis l'un n'empêche pas l'autre, même si la société évolue, le système de participation peut évoluer lui aussi et il y aura toujours besoin de mettre en relation... Peut-être que Florian a une vision un peu plus précise sur la question. Pour compléter? Oui, bien sûr, Florian, bien sûr, il n'y a pas de... Vous prenez la parole quand vous voulez, vous êtes chez vous. Pour parler du financement participatif, moi je pense qu'on en est juste au début et la partie blockchain qui aujourd'hui est à peine un épiphénomène puisqu'il y a beaucoup de recherche et développement tout de même à faire, on en entend beaucoup parler mais c'est quand même pas quelque chose qui se démocratise réellement. Je pense que dans la veine aussi de ce qu'ont fait les banques traditionnelles au fil du temps, les plateformes de crowdfunding agiront en tiers de confiance. Que ce soit sur la partie avec contrepartie en nature, comme la partie en prêt, comme la partie en capital. Et le rôle de l'équipe va être vraiment aussi de devenir et de la plateforme, à travers sa marque, va devenir aussi une marketplace, mais vraiment agissant comme tiers de confiance, permettant de soumettre au grand public et aux citoyens des projets de qualité qui ont un avenir à la fois, encore une fois, sur la partie contrepartie en nature, avec des critères d'éligibilité et on va dire un cahier des charges, mais aussi et surtout, si toutefois, vraiment, et c'est en tout cas la tendance qui se profile, si toutefois la partie prêt
et la partie capital se dessine et s'accélère dans les années à venir. Un citoyen qui viendra sur Mimosa potentiellement pour financer des projets viendra sur Mimosa et finalement peut-être pas ailleurs parce qu'il connaît Mimosa, il connaît les critères d'éligibilité, c'est transparent et on agira vraiment comme tiers de confiance. Et donc la blockchain, dans tout cela, finalement apportera des solutions mais ne cannibalisera pas, bien évidemment, cette transparence et cette partie tiers de confiance apportée par les plateformes de crowdfunding. Alors Eric, justement, là je peux vous faire réagir, je voyais que vous acquiesciez aussi. Enfin voilà, comment vous voyez tout ça ? Alors, c'est vrai que sur la partie financement, je partage ce qu'il disait, il va y avoir des développements de nouvelles façons de financer, des gens qui investiront peut-être sur tel ou tel prêt, tel ou tel produit. Je voudrais revenir juste, moi, sur la partie digitale. C'est vrai que forcément, sur la partie bancaire, on va encore développer le digital avec la possibilité de tout faire à distance et de consulter, de faire des financements, etc. Par contre, on réussira, je pense, et le défi sera réalisé s'il y a quand même un aspect humain très très fort derrière. Et au niveau bancaire, il faut que l'aspect digital soit aussi accompagné d'une expertise humaine. Et notre boulot, ça sera peut-être plus d'être en agence, mais d'avoir des conseillers qui soient capables d'être des pivots dans la relation avec les gens pour les guider. Ils ont plein d'informations sur le net, sur des différentes choses, mais il va falloir à un moment donné leur apporter une expertise humaine. Et peut-être qu'à un moment donné, on se connectera avec eux avec des lunettes virtuelles et puis ils commenceront à saisir un produit, puis on les accompagnera. Mais ils auront besoin de l'humain. Le digital ne marchera que s'il y a de l'humain derrière pour pouvoir travailler. On a bien compris, ce lien, il faut qu'il soit fort. C'est la parole à Raphaël. Je reviendrai, Karine, je t'ai pas oublié. Alors, comment tu te vois et comment tu vois aussi le conseil en effectivement, 2040 nous, dans notre spécialité qui est le conseil en élevage, donc via Bovin Croissance et aussi la Chambre d'agriculture, en 2040, on n'aura plus le souci qu'on avait en 2016, c'est-à-dire que quand on produira quelque chose en élevage, on connaîtra déjà sa marge. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle on se bataillait déjà en 2016. On voulait connaître son compte de production, tout ça. En 2040, on va déterminer sa marge. Et en fonction de ça, on va préciser ce qu'on voudra mettre comme type d'alimentation aux animaux. Et par là même, si je fais le lien avec Eric, qu'est-ce qu'il faudra semer dans les champs ? Parce qu'à partir de là, on dira donc tel type d'aliment, tel type de fourrage, tel type de concentré qu'il faudra semer. Je me souviens qu'en 2016, d'ailleurs, il y avait un projet à Green Startup où on voulait optimiser la consommation des fourrages dans les prairies avec les clôtures connectées. Et là, effectivement, en 2040, effectivement, ça c'est un système qui est utilisé largement dans l'ensemble des exploitations où on adapte la surface des pâtures au nombre d'animaux pour limiter le gaspillage, parce que ça c'était un enjeu dont Hervé d'ailleurs parlait à travers ses conférences au début des années 2010 où il y avait beaucoup de gaspillage d'alimentation au début des années 2010-2016. Et en 2040, là vraiment, on minimisera au maximum le gaspillage, on optimisera vraiment la ressource dans tous ses sens. Et par là même, donc on mesurera directement l'impact environnemental de ce qu'on produit, et par là même aussi l'impact sociétal. Et en fait, on se rendra compte que 2016, c'est peut-être une période creuse pour l'élevage parce qu'on se rend compte où c'est un peu... dans la société, c'est plus l'affaire de tout le monde s'en fout un petit peu de l'élevage, on voit certains mouvements anti-viande, etc. qui voient le jour, mais en 2040, vraiment, on verra que l'élevage, c'est vraiment l'affaire de tous, pas seulement des agriculteurs qui seront forcément très minoritaires par rapport à 100 ans avant, mais en 2040, vraiment, tout le monde sera fortement impacté avec ça, et ça sera on apportera vraiment les réponses qui étaient attendues. On rêvait en 2016 de redorer le blason quelque part de l'élevage, et vraiment en 2040, je pense que ça sera un objectif qui sera atteint. Au niveau de Bovin Croissance, vous accompagnez aussi sur tout ce qui est génétique et tout ça. Là, en ce moment même, il y a une conférence sur Gembal, les tests génomiques. Comment est-ce que tu vois aussi tout cet aspect génétique, les génomes et tout ça? Comment tu le vois en 2040 ? Effectivement, déjà quand on inséminera un animal, à la rigueur, on saura déjà la qualité génétique intrinsèque de l'animal, ce qu'on a du mal à prédire effectivement en 2016. Là, on pourra anticiper, là aussi, on pourra produire des animaux plus efficients aussi. Un kilo d'aliments que l'on donnait en 2016, on ne savait pas trop quelle quantité de viande ça allait produire. En 2040, on saura qu'un kilo de viande, par exemple, un kilo d'aliments,
selon sa composition, produira une quantité précise d'aliments. Et là, vraiment, ça rejoint aussi la maîtrise, quelque part, des ressources et limiter vraiment le gaspillage au maximum, quoi. Très bien. Pas de réaction ? Et la formation dans tout ça, hein. Donc on a 2 représentants de la formation, que ce soit l'ESFORA et donc Yves qui nous a rejoint pour les maisons familiales et rurales. Là sur la formation plus l'apprentissage et aussi la mécanique. On parlait tout à l'heure de spécialistes. Quelle vision vous avez, vous, ESFORA ? Alors, moi, je vais rebondir aussi un peu sur ce qu'a dit Eric. Effectivement, en 2040, la robotisation sera omniprésente sur toutes les cultures, et tant mieux. On va faire évoluer les machines de façon énorme pour le bien-être quand même de l'agriculteur, pour optimiser aussi les performances et les rendements, et dans un respect bien sûr de l'environnement. Et je pense que la robotisation qui existe aujourd'hui dans la maison de tout le monde avec l'aspirateur robot, on va le voir dans le champ pour le binage et voire même pour l'application de produits phytosanitaires, pour mettre effectivement la dose qu'il faut, où il faut et quand il faut. Parce que là je pense qu'aussi il y a une énorme marge de manœuvre à avoir à ce niveau-là, quoi. Vraiment l'application des produits phytosanitaires dans le respect de l'environnement, puisqu'en fait c'est quand même la problématique du jour, on entend parler quotidiennement. Et donc bien évidemment les machines, comme on a déjà parlé, ont évolué depuis des décennies, mais il n'empêche que la séparation du grain et de la paille, c'est toujours pareil. Sauf qu'on a apporté sur les machines aujourd'hui une aide à la conduite et une possibilité d'optimisation des rendements des machines qui sont fort intéressantes. Et on va encore évoluer. Mais je pense quand même que l'agriculteur ne va pas quitter son champ. Effectivement, on sera en mesure de faire passer une machine, quelle qu'elle soit, aussi complexe qu'elle soit, dans le champ toute seule. Maintenant, je pense que l'agriculteur voudra toujours avoir un regard sur ce que fait sa machine. Et on ne pourra pas tout automatiser pour autant. Parce que l'agriculteur, il veut être dans son champ, il veut voir ce qui se passe. C'est le meilleur objet connecté finalement, c'est lui qui est vraiment au cœur de... Et moi, ce que je dis toujours aux jeunes, on n'enlèvera jamais l'œil et l'oreille de l'homme. On aura beau truffer les machines de capteurs, il faudra toujours l'œil et l'oreille de l'homme. En termes de méthodologie, toi, de formation, comment tu le vois ? On parlait tout à l'heure de réalité virtuelle, des choses comme ça. Est-ce que justement, il y aura peut-être plus de professeurs, ce sera un hologramme là qui donnera un cours, ou on pourra suivre un cours de chez soi, enfin... Oui, on pourra technologiquement apporter des savoirs via des conférences, des visioconférences. Mais il n'empêche que pour mettre les mains dans une boîte de vitesse, il faudrait quand même avoir la boîte de vitesse sous la main. On n'aura pas le choix. Donc effectivement, il y a des choses qui pourront être faites à distance. On fera comme aujourd'hui tout ce qui est suivi informatique, on est capable de réparer un ordinateur à distance. Enfin, on le voit bien sur notre box à la maison, quand elle est en panne, la hotline peut faire des interventions. Mais si à un moment il faut ouvrir la box, il faudra qu'il y ait quelqu'un qui vienne avec un tournevis pour l'ouvrir. Donc le tracteur, s'il avance plus, il y a un moment il faudra ouvrir. Et donc on pourra faire de la formation à distance, mais il y aura encore des réparateurs en machinisme et des techniciens que nous devons, nous, centre de formation, former au mieux possible. Et au regard des technologies actuelles, on a encore énormément de travail à faire. Alors Yves, on continue sur la formation, plus maison familiale et rurale. Comment est-ce que toi, vous vous projetez au MFR en 2040 ? On est en 2040, je suis dans l'enseignement agricole. Il n'y a plus de profs. Il n'y a plus de profs parce qu'il n'y a plus besoin de profs. Mais tu l'as dit, mais c'est vrai. Eh bien oui, parce que les jeunes peuvent avoir la connaissance partout. Il y a même pléthore. Le prof, c'est plus un enseignant qui va donner du savoir, ça va être un animateur, un accompagnateur, parce qu'il va falloir mettre de l'ordre dans tout ça, et puis apporter beaucoup de méthodologie. Donc on va travailler là-dessus avec les jeunes, bien sûr, leur expliquer aussi comment trier le vrai du faux, comment faire des priorités dans les informations qu'ils ont. Et voilà, le métier de prof est complètement différent. Il a fallu muter. C'est une véritable mutation. D'ailleurs, déjà en 2016, on commençait à se poser des questions sur notre métier de prof. Donc voilà, les choses ont beaucoup changé. Ensuite, il y a un autre élément, c'est que certains l'ont déjà dit. Il faudra apprendre à nos jeunes à garder les pieds sur terre. Et vous savez, les formations par alternance qui
qui ont commencé à avoir le vent en poupe à partir des années 2010, eh bien aujourd'hui, on voit bien qu'elles sont complètement en avant parce que il faut avoir les pieds sur terre de façon à garder un équilibre par rapport à toutes ces données qui nous arrivent de partout. Donc voilà, avoir les pieds sur terre. Et puis, le monde géopolitique a beaucoup changé. Les États-Unis se sont isolés. L'Inde est la première puissance économique mondiale. Voilà, les Chinois courent derrière. Les démocraties ont eu beaucoup de mal. Et il y a une cellule démocratique qui est la famille, que Dieu merci, on a conservé en particulier en France, et c'est extrêmement important parce que la relation humaine part de là, et cet apprentissage auprès de nos jeunes, tout cet aspect éducatif, et on a conservé aux parents le fait d'être les premiers éducateurs, et voilà, et heureusement qu'on l'a fait parce que sinon, voilà, on ne sait pas ce que ce serait devenu, et nos élites ont compris qu'il fallait donner du sens pour l'avenir des jeunes, parce que ça c'est important. En 2016, beaucoup de jeunes partaient en Syrie. On s'est demandé pourquoi. C'est parce que certains ne voyaient pas de sens dans leur vie. Et en 2040, heureusement, on a résolu ce problème. Merci Yves. Xavier, du coup, pareil Xavier, donc tu es agriculteur céréalier et veau de boucherie donc dans le sud Vendée, et tu es déjà un agriculteur aussi connecté. Et tu voulais réagir, Hervé? Non, Ouais. D'accord. Alors comment tu te vois toi en 2040? Alors, bon, à la suite un petit peu de ce qu'a pu dire Eric, parce que j'adhère complètement à sa position. Alors je vois des champs évidemment Attends, connectés. juste, Pardon. je te coupe 2 secondes, parce que du coup, apparemment, Karine, vous devez partir dans 3 minutes. Donc j'aimerais bien quand même avoir ton avis. Tu ne partiras pas comme ça. Et puis maintenant, tu as pris la cacahuète, donc du coup, comment mettre dans l'embarras quelqu'un? Je mange ma cacahuète. Je suis désolée, Xavier. Ne t'étouffe pas. Non, mais c'est vraiment, pour ça, je me suis permise quand même qu'on puisse t'entendre. Xavier m'en voudra pas. L'agriculture en 2040, moi, j'aimerais rebondir. En fait, je pense qu'il y a 2 vraies problématiques qui seront réglées en 2040. C'est la simplification de la digitalisation, en fait, qui sert l'agriculture. Et Eric avait l'idée des champs, des parcelles connectées que je trouve très bonne. Je pense que ces parcelles, elles seront connectées à des robots qui feront le travail de l'agriculteur, même si l'agriculteur est très important et que l'œil et l'oreille humaine, de toute manière, gérera cette flotte robotique. Et à côté, il y a aussi tout ce qui est question de redonner la confiance du consommateur vers l'agriculteur et en fait, dans ce qu'il mange, dans ce qu'il achète, qu'est-ce que je mange. Et je pense qu'il y aura les robots des champs et les robots des villes. Les robots des villes, on les a aussi. Déjà, ça commence. Il y a par exemple FarmBot aux États-Unis qui sait gérer un potager, de la plantation jusqu'à la récolte. Il gère l'arrosage, les maladies, etc. Il n'y a qu'à regarder faire et puis on a une belle laitue, de belles carottes. Et les robots des champs, on les a aussi, mais on n'en est qu'au balbutiement. Et je pense que c'est très important. En 2040, tout sera simplifié. Nous, Equilibre, par exemple, on fait un logiciel de gestion, mais le logiciel de gestion, il sera intégré dans les machines. On n'aura plus cette interface là où on n'aura plus besoin de réfléchir à cette ergonomie qui est complexe. En fait, c'est une réflexion qui est compliquée. Donc on aura toujours les agriculteurs, on aura peut-être moins d'ergonomes. Pourquoi pas? Voilà. Très bien. Merci à toi. Bah oui, bah, tu vois, il fallait quand même avoir la petite note féminine. Merci beaucoup, Karine, en tout cas. Je vous en prie, merci. On va repasser Xavier, le micro. Je crois que t'en as juste là, Xavier, toi, du coup, devant toi. Oui, alors. Donc moi, à la suite d'Eric, je vois des champs aussi très connectés. Donc les tracteurs, évidemment, ont plus de cabine, ça ne sert plus à rien puisqu'il n'y a plus personne dedans. Donc les tracteurs roulent tout seuls. Et donc mes interventions phytosanitaires, elles sont programmées par la surveillance de mes parcelles qui seront connectées. Donc je peux faire plusieurs interventions par jour, plusieurs par semaine, en fonction à la demande, en isolant des zones dans les parcelles qui seront traitées ou pas traitées, quoi. Donc ça, je le vois très bien comme ça. Ma moissonneuse-batteuse, elle n'aura plus de calculateur de rendement, ce sera un calculateur de prix de revient, avec des zones dans ma parcelle, puisque tout sera rentré, toutes mes charges vont être rentrées en fait zone par zone. Donc il y a probablement, ça me permettra d'identifier des parties de parcelles qui ne seront même plus cultivées dans un type de culture parce que non rentable. Voilà, ça me permettra de faire ça. Alors sûrement pas moi, parce que je suis mes enfants certainement, moi ça sera peut-être un peu plus compliqué. Même si l'informatique sera peut-être plus à notre portée, enfin les technologies seront peut-être plus faciles. Alors je veux apporter une petite partie élevage parce que ce qu'Eric n'a pas pu faire, donc je suis éleveur de veau de boucherie.
Les marges sont très serrées, très liées au coût d'alimentation. Alors j'imagine très bien, en fait, on ne fait jamais de pesée sur les veaux de boucherie. Donc j'imagine très bien des cases connectées avec un gain de poids vif journalier qui me permet d'adapter l'alimentation à la journée, en fait, en fonction des capacités de mes animaux à produire. C'est-à-dire que je distribuerai plus d'aliments inutilement sur des animaux qui n'auront pas assez de croissance. Ça, je le vois vraiment très très bien comme ça, quoi. Et puis, je suis également éleveur en vaches allaitantes, donc la surveillance dans les prés, alors les prés de marais, donc c'est pas forcément là où il y a le plus de technologie, mais bon, on va en mettre. Évidemment, j'aurai plus de clôture, mais mes animaux seront surveillés, seront hyper connectés, donc j'irai voir uniquement les animaux malades. Donc je me déplacerai plus tous les jours pour aller voir des animaux qui sont en bonne santé. Ou alors j'irai juste le dimanche matin pour me faire plaisir, pour me promener. Oui, voilà, tu retrouves le lien, le plaisir quand même de l'éleveur de rester ici. Jean-Claude ? Ah oui, je voudrais que Xavier raconte comment un enfant de 7 ans aujourd'hui, qui en fait en 2040 sera en mesure de s'installer, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Alors voilà, ouais, c'est ce que je me confie à Jean-Claude parce que j'ai mon il faut rien nous dire. J'ai mon petit garçon donc, qui a 7 ans, qui a eu juste 7 ans donc, au début du mois, qui est un passionné d'agriculture. Alors vous allez me dire, à 7 ans, il a le temps de voir. Oui, effectivement, il a le temps de voir, mais sa chambre, c'est un vrai garage parce qu'il y a des moissonneuses, il y a des tracteurs, il y a des animaux, il y a une ferme, il y a tout. Et donc, nous a réclamé donc, un logiciel, donc, je suis en train de chercher le terme exact. Simulator. Farm Simulator. Voilà, Farming Simulator. Donc ses grands frères et grandes sœurs l'appellent à table le petit papa parce que papa qui lui essaie de pas trop parler de son métier quand il rentre parce que maman en a un petit peu marre. Lui, il a acheté un tracteur, il a acheté une moissonneuse, il a vendu des vaches, il a vendu du foin, voilà. À 7 ans. On essaie de faire attention quand même parce que on essaie un petit peu de cadrer les choses au bureau parce que ça se passe dans le bureau de papa et maman, donc on essaie de limiter. Voilà comment. Donc je pense que lui, ces technologies-là, il va se les accaparer, se les approprier beaucoup mieux que son papa, quoi. Très bien. Alors je peux pas résister, Joël. Je te vois quand même que tu es là. Tu as peut-être réfléchi en 2040. Si tu peux venir aussi, il n'y a pas de souci. Vous pouvez venir tous les deux, hein, même Didier. Non. Si Didier vient avec nous. En 2040, les produits labels, comment ils vont être représentés, comment ils vont exploser, c'est aussi intéressant d'avoir dans cette démarche. Oui, je te voyais. Donc du coup, si tu as réfléchi toi avec tout ce que tu vois en plus et tout ce que tu gères même au niveau national, qu'est-ce que tu voudrais pour l'agriculture en 2040 ? Déjà, je pense que alors si ça, on doit se situer au niveau de notre département. Je pense que l'enjeu de l'élevage restera, je pense, très, très présent. Il y a tellement de passion que ça restera très présent. Les technologies telles qu'elles se présentent aujourd'hui vont nous permettre de donner de la perspective et surtout des ateliers qui resteront, somme toute, modestes. Ce n'est pas parce que Didier Merceron est à mes côtés, mais tout ce qui a été enclenché sur les démarches qualité en particulier, la relation avec le consommateur, je pense qu'on est en capacité de faire cette bascule pour que ce soit les attentes des citoyens qui nous amènent, nous, à sortir de notre cocon purement agricolo-agricole. C'est déjà engagé et ça devra sans doute aller encore un peu plus loin. Et qu'on aura, je pense, une cohabitation entre les circuits longs, circuits courts. Et puis probablement un sujet qu'on a du mal à faire bouger encore, c'est notamment tout ce vieux bâti que nous avons dans notre département, une population qui va augmenter. Et ça, c'est inscrit. Et une attractivité de notre département, une population qui augmente. Et donc, on a sans doute à tirer notre épingle du jeu pour avoir cette diversification de toutes les productions, sans doute à nous faire un peu violence sur, y compris de la vente directe, y compris sur d'autres métiers. Je dirais peut-être travailler encore plus étroitement avec nos artisans, probablement, pour éviter d'être en situation qu'on fasse systématiquement plusieurs métiers au niveau de notre exploitation, de dire je suis agriculteur et je transforme mes produits. Est-ce qu'avec les bouchers charcutiers, on ne pourrait pas avoir un deal beaucoup plus intense? Et comme on a cette identité Vendée qui est connue, alors c'est pas parce qu'on a le Vendée Globe qui sera sans doute encore très présent encore à ce moment-là, n'est-ce pas Hervé?
Mais je veux dire qu'on a sans doute des vraies capacités de notoriété au travers de l'identité et qui nous amène aujourd'hui, avec cette diversification des productions, d'être sans doute un département leader. On aura fait en 2040 notre bateau avec le Vendée Globe culinaire et Vendée Qualité sur la Grand Voile, c'est évident. C'est sûr. Un petit mot, tu veux, par rapport à l'avenir, justement, comment tu vois Bah écoute, l'avenir, on voit bien qu'aujourd'hui, le consommateur recherche des produits identifiés et qualitatifs et de qualité. Le lien au territoire, au terroir, c'est très très important. Après, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que on peut faire cohabiter aujourd'hui. On se rend compte que la partie compliquée du produit sous signe de qualité, c'est toute la partie traçabilité. C'est vrai que c'est très complexe, très compliqué. Et aujourd'hui, certaines de nos entreprises sont en train de mettre des moyens en place qui sont magnifiques en termes d'informatisation et autres, qui permettent d'avoir une traçabilité qui coûte beaucoup moins cher et plus facile à gérer. Et ça, c'est vraiment, je crois qu'on a des leaders sur notre territoire dans ce domaine qui sont en train de mettre en place des moyens techniques absolument magnifiques et qui vont sans doute tirer toutes les filières, alors c'est surtout dans la volaille aujourd'hui, mais toutes les filières de qualité vers le haut avec une traçabilité, j'allais dire, pratiquement inviolable, parfaite. Et ça, c'est vraiment l'avenir et c'est ce qui va nous amener à être irréprochable sur nos signes de qualité. À t'entendre Didier, je peux pas y résister. On aura en 2020 des puces RFID sur toute la chaîne logistique, la supply chain, qui seront présents. Et en 2040, tout ça sera géré par une DAO, Digital Autonomous Organization, qui sera sous blockchain. Et c'est le consommateur lui-même qui automatiquement gérera tout ça. Et le lien de confiance sera un lien automatique. Ça, j'en suis absolument persuadé. Ça peut paraître complètement utopique aujourd'hui, mais c'est pas plus utopique qu'Internet en 1990, il y a 25 ans. C'est peut-être le mot de la conclusion, hein. Ça me semble pas mal. Je sais pas. À moins qu'il y ait certains d'entre vous qui voudraient réagir, apporter un complément. Mais je pense on s'est quand même bien projeté. Il y a des belles choses qui sont ressorties. Merci en tout cas à vous. L'aliment de 2040, le booster de 2040. Ah oui, mais j'attendais Jean-Claude, moi. Forcément, voilà, la Chambre d'agriculture propose donc sa boisson et donc la tradition à la fin de cette émission qu'on a commencé ce matin. Voilà, ça devient une tradition maintenant. Ça, c'est pour courir plus vite, ça. C'est le marathonien qui parle. Plus loin et plus longtemps avec AgriBoost. Donc en tout cas, merci à vous tous d'avoir été avec nous. Surtout, restez connectés donc sur notre chaîne Tech Élevage. On revient tout à l'heure pour aussi parler d'innovation. On a encore cette émission et puis on se retrouve d'ici une demi-heure à parler innovation élevage et innovation machinisme. À tout à l'heure et encore merci à tous de nous avoir suivis.